Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Voix de fait spéciale élection 2019 où j'ai le plaisir de recevoir l'EMR avec Latifa Aïd Balla qui est 12e à la région. Bonjour. Jean-Jacques Flao qui est 3e à l'Europe. Bonjour. Et Annie Mocteau qui est 8e suppléante à la Chambre. Bienvenue. Merci, bonjour. Alors on va commencer par Madame Annie Mocteau. Si vous pouvez vous présenter, pourquoi vous vous engagez au fédéral, à la Chambre, quel est un peu votre parcours et vos priorités principales dans cette campagne. Tout d'abord, merci pour l'invitation et de me permettre de me présenter. Je m'appelle Annie Mocteau, j'ai 39 ans. J'ai 2 enfants. J'ai une particularité, c'est que je suis née avec une anomalie génétique. Je suis albinos et malvoyante. Donc, je pense que mon engagement politique provient aussi de ma naissance. J'ai mené un combat toute ma vie. Et aujourd'hui, je pense qu'il est temps de continuer ce combat au sein de la sphère politique. Pourquoi? Parce que j'estime que le politique ne comprend pas, en tout cas pas assez à mon goût, le monde du handicap, les besoins et tout ce qu'il en est sur le terrain. Donc voilà l'une des raisons pour lesquelles je me suis engagée en politique, l'une des raisons pour lesquelles je suis à la Chambre, parce que le handicap, ça concerne tout le monde, toute la Belgique. On ne choisit pas, mais par contre, on choisit d'améliorer notre société. Merci beaucoup. Je vais me retourner vers la 2e candidate féminine. Aujourd'hui, on en a 2, c'est très bien. Latifa Aïd Balla, vous êtes 12e à la région. Alors, si vous pouvez vous présenter pour les téléspectateurs qui vous connaissent pas encore, et quelles sont vos priorités pour la région bruxelloise? En tout cas, merci de nous inviter aujourd'hui pour présenter justement le programme du MR et mon programme en particulier au niveau de la région de Bruxelles-Capitale. Alors moi, je suis juriste de formation. J'occupe actuellement 2 fonctions au sein du mouvement réformateur, à savoir vice-présidente des femmes MR au niveau fédéral, mais également j'ai le plaisir d'être la vice-présidente de M. Jean-Jacques Flao en ce qui concerne les relations internationales. J'ai aussi le plaisir de rencontrer Madame Mocteau et de travailler avec elle sur cette question de l'handicap invisible. Et je crois que c'est évidemment une des priorités qu'il faudra évidemment mettre à l'agenda au niveau du fédéral. Pour ma part, je crois que lorsqu'on est issu des diversités et qu'on a le parcours que j'ai, il faut s'investir là où nous vivons. On ne choisit pas évidemment son lieu de naissance, mais on choisit le lieu de son engagement et la qualité de son engagement. Et donc c'est ce qui m'a en fait vraiment motivée depuis toujours, depuis que j'ai fait ma première campagne à l'Europe avec Louis Michel en 2004 déjà, à l'Europe parce que je suis juriste en droit européen, et petit à petit donc je me suis investie au sein de la politique belge, d'abord au niveau fédéral, et puis maintenant au niveau de la région, parce que je pense qu'au niveau de la région, il y a toute une série de choses à faire et nous sommes certainement en capacité de le faire. Par contre, cela fait 15 ans que le mouvement réformateur est dans l'opposition et donc il faut aujourd'hui des citoyens engagés pour faire en sorte que ce programme du MR soit bien compris et que enfin les électeurs puissent aussi poser leur choix le 26 mai pour ce programme-ci et pas un autre. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers Jean-Jacques Flao, qui est 3e à l'Europe. Alors vous, votre histoire, vos priorités? Oui, donc je m'appelle Jean-Jacques Flao, je suis né à Épernay en Champagne, et donc en France. Et puis voilà, donc j'ai fait beaucoup de politique communale puisque j'entame d'ailleurs maintenant ma 37e année au conseil communal. J'étais bourgmestre 15 ans et je fais un 6 ans, président du conseil communal 3 ans. Et depuis 8 ans, je suis au Parlement fédéral. Cela étant, je me suis rendu compte, je suis à la commission des affaires étrangères, que chaque chose qui se passe aujourd'hui dans le monde a des répercussions sur notre Belgique et sur notre Europe. Et donc, aussi en tant que président du MR international, je considère qu'il est très important de mieux faire comprendre et connaître les rouages du monde tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui à l'ensemble de nos concitoyens. C'est pour ça que la campagne européenne dans laquelle je suis, c'est vraiment très enthousiasmant pour moi. Et mes priorités, en fait, je considère que l'Europe a déjà fait énormément de bonnes choses, parce qu'on la critique toujours, mais elle doit aussi s'améliorer sur plusieurs points. Elle doit être davantage protectrice notamment de l'état de droit, c'est-à-dire de nos valeurs, de nos libertés. Ça me paraît un point important. Le deuxième point, c'est qu'elle doit nous protéger contre les incursions de plus en plus grandes des grandes puissances
comme la Russie, la Chine et même les États-Unis, qui paient notre défense, mais qui nous font bien comprendre que les accords commerciaux, c'est souvent à leurs conditions. Donc, on doit aussi devenir majeur, si j'ose dire, à ce point de vue-là. Et le troisième élément de protection, c'est que nous avons aujourd'hui à défendre nos droits sociaux. Et je pense que pour y arriver, il faut unir davantage notre fiscalité en Europe et nos droits sociaux pour que on ne se concurrence pas d'un pays par rapport à l'autre. Le pire exemple, c'est l'Irlande qui a bénéficié de plein d'aides européennes et qui maintenant, avec une fiscalité très basse, fait en sorte que des entreprises déménagent d'un pays d'Europe vers l'Irlande, ce qui n'est pas normal. Merci beaucoup. Alors, Annie Molto, vous avez parlé donc des fameux PMR, donc des personnes à mobilité réduite, qui est un sujet qui n'est pas très évoqué malheureusement dans cette campagne. Oui. Alors, effectivement, il y a un besoin, surtout en constatant simplement les modes de transport et tout ça, beaucoup de PMR ne peuvent pas monter dans les trams ou descendre dans le métro. Oui. Quelles sont les mesures importantes à votre avis? Qu'est-ce qu'il faudrait pour transformer la Belgique en un pays qui est plus PMR friendly? PMR friendly, ça c'est bien dit. Ce que j'aimerais déjà ajouter, c'est qu'il est essentiel. Un État qui intègre les personnes en situation de handicap, pour moi, c'est un État qui a de la valeur. D'accord? Et quand je lis la plupart des articles de ces dernières années, mettent la Belgique assez souvent en dernier en matière d'intégration des personnes en situation de handicap. Et ça, c'est dommage parce que nous sommes quand même la capitale de l'Europe. Et on est censé montrer l'exemple. J'ai axé ma campagne sur le handicap et j'ai décidé de faire campagne avec Mathieu Sanders, qui est en chaise roulante. C'était pour moi, d'une part, l'occasion, parce que je suis malvoyante, lui en chaise. Donc, nos handicaps sont naturellement différents et nos difficultés sont différentes. Mais l'idée était vraiment de concilier les deux et de pouvoir voir qu'est-ce qu'il en est concrètement. Et on s'est rendu compte que la plupart des stations de métro n'ont pas d'ascenseur qui amène le candidat. Alors, comment on fait campagne quand on a chaise roulante? Ça, c'est des choses que beaucoup de politiciens n'y pensent pas. Comment est-ce qu'on se scolarise quand on a un handicap? C'est des choses aussi que je pense que, quelles sont les mesures propres? D'une part, ouvrir les yeux, parce que finalement, c'est pas moi la malvoyante. Je crois que ceux qui voient mal, ce sont ces politiciens. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir les yeux de ces politiciens c'est quand même 20% de la population, de 1. Et de 2, la plupart des handicaps, ça survient au cours de la vie. Donc, ces politiciens qui prennent des décisions, ça peut être eux aussi. Donc, rendant nos sociétés plus humaines et plus respectueuses. Qu'est-ce que je ferais? C'est déjà continuer à être cette femme qui bouscule tout. La parenthèse, à 25 ans, j'étais encore analphabète. Je suis en train de préparer mon deuxième master en droit. Donc, c'est pour dire que, voilà, tout est possible. Avoir cette volonté. Je crois que si le politique a cette volonté-là, notre Belgique pourrait être cet exemple que j'espère être. Ouais. Et donc, vous voyez un investissement alors dans l'infrastructure, puisque au fédéral, il y a quand même la SNCB. On le voit en Angleterre, c'est très soucieux des personnes en mobilité réduite. Est-ce que, comment vous voyez votre action au niveau du gouvernement fédéral si demain vous êtes reconduit aux affaires? Tout d'abord, notre magnifique Belgique, entre les décisions fédérales, régions et communes, parce qu'il faut tenir compte qu'en matière de mobilité, il faut aussi l'accord de tout. Il y a pas mal de paramètres institutionnels qui entrent en jeu. Donc, c'est d'abord jouer sur le bon sens des uns et des autres. Parce qu'effectivement, au niveau fédéral, on décide par exemple de prendre une telle loi qui permet de faciliter l'accessibilité. Mais il faudra l'accord de la région pour telle autre chose et l'accord des communes pour telle autre. Bon, ok, je vais pas aller en profondeur de l'institutionnel belge, mais ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'il y ait quand même une cohésion, qu'il y ait une connexion entre régions fédérales et communes pour ce cas-là, et qu'on ne se retrouve pas à se dire, je prends un exemple, hier j'étais au métro Roodbeek, qu'on ne dise pas, ah non, c'est la commune qui devait faire ça, on attendait le fédéral, on attendait la région. Oui, au niveau fédéral, j'ai envie qu'à ce niveau supra, même malgré cette division institutionnelle, qu'il y ait vraiment une connexion jusqu'en bas pour qu'on puisse
Voilà, pour que les choses C'est puissent... d'ailleurs pour ça qu'on vous invite. Alors, c'est justement pour pouvoir montrer. Oui, Mais je vous voulez prends, rajouter quelque chose, oui, tout à fait dans le sens de ce qui vient d'être dit, parce que, par exemple, depuis plus de 20 ans, on a une loi en Belgique qui fait en sorte que dans toutes les administrations publiques, on doit avoir un certain pourcentage d'handicapés. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de sanction pour l'instant. Et donc, moi, je pense qu'il faut aller maintenant. On peut considérer qu'on a laissé suffisamment de temps aux administrations pour s'adapter. Moi, par exemple, dans ma commune, à Braine-le-Comte, tant la ville que le CPS, on y est au pourcentage. Et donc, je ne suis pas a priori pour les sanctions, mais alors qu'on donne des récompenses, qu'on donne des subventions complémentaires à ceux qui entrent dans la bonne catégorie. Merci beaucoup. Et je vais me tourner vers Latifa Aïdbala. Vous avez mis la place des PMR, si vous voulez peut-être rajouter quelque chose au niveau de la région. Mais bon, vous avez parlé de l'égalité homme-femme et on voit que la mobilité des femmes est assez handicapante à Bruxelles. Il y a beaucoup de cas d'harcèlement, des lampadaires qui ne marchent pas, cet aménagement. Et le MR a présenté une vision à la région sur Bruxelles en 2030, dans 30 ans. Dans ce Bruxelles en 2030, comment voyez-vous la place de la femme? Qu'est-ce qu'il faut faire? Des infrastructures qui seront là aussi peut-être faciliter la vie des PMR dans notre région. Alors, on vit dans une société qui est complètement paradoxale. On a le principe d'égalité homme-femme, le principe d'égalité des genres, et fondamentalement, on en est vraiment loin. L'objectif à atteindre est encore très loin. Alors, on a parlé de la question de la mobilité, effectivement, là, en ce qui concerne les femmes, c'est un véritable problème. Il suffit par exemple de voir, par exemple, les femmes avec les poussettes, hein. La taille des trottoirs n'est jamais conforme, hein. On a parfois des trottoirs qui sont beaucoup trop petits, et donc les poussettes ne peuvent pas y accéder. Voilà, donc en termes de mobilité, il y a évidemment un petit souci, et donc je crois que là, il y a évidemment une réflexion à mener au niveau notamment de la région. Mais de manière générale, la place des femmes dans notre société, elle est encore critique. Qu'il s'agisse du monde politique, du monde économique, du monde social, du monde culturel. En politique, on le voit bien. À titre d'exemple, on n'a jamais eu de Premier ministre femme, par exemple, au niveau de la Commission européenne. Hein, on parle aujourd'hui éventuellement d'une présidente de la Commission européenne, mais ça fait l'objet de discussions, de polémiques, etc., alors que ça devrait rentrer dans l'ordre naturel, j'ai envie de dire, des choses. Donc les femmes sont vraiment aujourd'hui encore victimes à la fois du plafond de verre, mais également de dispositions législatives qui ne leur sont pas du tout favorables, et je le dis bien, malgré le principe d'égalité. Si je reviens par exemple à la question de la rémunération, le principe de l'égalité des rémunérations, il est aussi inscrit dans la Constitution européenne. Et pourtant, aujourd'hui, on constate qu'il y a encore une différence pour la Belgique de 6%, mais dans d'autres pays, c'est encore beaucoup plus flagrant, jusqu'à 25%. Alors la Belgique, effectivement, est, on peut dire, un modèle, malgré le fait qu'il y ait effectivement encore des discriminations à cet égard. Voilà toute une série de choses sur lesquelles il va vraiment falloir s'atteler et travailler, parce qu'on ne peut pas décemment considérer aujourd'hui la femme comme n'étant pas l'égale de l'homme. Je rencontre sur le terrain, parce qu'évidemment, dans le cadre de la campagne, on est beaucoup plus, sur le terrain, on rencontre énormément de femmes qui sont vraiment en très grande difficulté. Je crois qu'on ne se rend pas compte. J'ai énormément de femmes qui, par exemple, sont des mères de famille. Donc on a des familles monoparentales, et dans la majorité des cas, je crois dans 3/4 des situations, ce sont des femmes. Oui. Des femmes qui se retrouvent seules avec des salaires de misère, parce qu'elles doivent s'occuper notamment des enfants. Elles doivent évidemment travailler éventuellement à mi-temps, de tiers-temps, etc., parce qu'elles n'ont pas la capacité de pouvoir aussi payer éventuellement la garde des enfants. Et par exemple, au niveau du mouvement réformateur, on a une proposition qui serait que pour la garde des enfants, on puisse éventuellement étendre la question des titres-services. Voilà, donc ce sont quelques propositions qui sont loin évidemment de répondre aux attentes des femmes, mais il va falloir vraiment s'y atteler, parce qu'il n'est pas normal qu'elles ne puissent pas prendre leur pleine part au sein de cette société. Au niveau de l'aménagement du territoire, parce qu'on est en train, vous avez effleuré un peu la mobilité qui était catastrophique. On voit le ministre de se mettre dehors de tous les commerces. Et on parle de mettre des pistes cyclables, de réduire la chaussée.
donc si on rajoute le côté, justement, on parle aussi pas mal de budget genré, de regarder aussi les lois ou les aménagements avec le côté, le genre de prise de conscience aussi. Comment vous voyez ça? Quelles seraient les mesures qui manquent à l'heure actuelle? Alors, effectivement, on parle de gender mainstreaming, donc de prise en considération de la dimension genre dans l'ensemble des politiques publiques, et on oublie le gender budgeting, c'est-à-dire vraiment poser l'acte politique, l'orientation, donc politique et budgétaire pour financer justement toutes ces dispositions. Si on regarde ce qui se passe à la ville de Bruxelles, et vous connaissez bien la situation, aujourd'hui, le centre de Bruxelles, je suis navrée, mais il est inaccessible. Alors c'est très bien pour des gens qui n'ont pas de voiture, c'est un piétonnier qui est... Voilà. Mais sinon, les commerces, on les a tués aujourd'hui. Hein. Et je rencontre des femmes notamment qui tiennent des commerces et qui mettent la clé sous la porte parce qu'elles ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. Et ça, c'est franchement inadmissible. On parle de pistes cyclables, très bien, et on oublie le volet sécurité. Alors on a des vélos, de plus en plus de vélos dans la ville, mais personne ne porte un casque. Et de plus en plus de personnes victimes justement d'accidents de la route parce qu'on a complètement négligé cet aspect-là. La sécurité est fondamentale pour évidemment la question de la mobilité, pour les femmes encore davantage. Par exemple, vous parliez tout à l'heure de l'éclairage public. Ben oui, l'éclairage public, il est essentiel. On sait très bien que là où il y a l'éclairage public, les femmes sont moins victimes de harcèlement. Donc cet éclairage public, il doit être une priorité. Voilà, donc je crois que ça c'est vraiment fondamental qu'on puisse penser en termes de place des femmes dans cette société et mettre là où il le faut les dispositions qui leur permettent justement de pouvoir prendre leur pleine place. Oui. Jean-Jacques Claude, j'allais justement me tourner vers vous. Parce que pour la problématique de l'égalité homme-femme, parce que les hommes et les femmes sont différents mais égaux. Et je fais partie du comité d'avis émancipation sociale qui traite l'égalité homme-femme au Parlement. J'en suis vice-président d'ailleurs. Et je pense que les choses ne changeront véritablement que quand la mentalité des hommes changera. Pour la base des choses, elle se trouve là. Cela étant, il y a aussi des choses symboliques qui sont en train de se faire, et c'est très bien. Par exemple, aujourd'hui, à la tête de Proximus, à la tête de la SNCB, ce sont des femmes, et c'est de très bonnes choses. Par exemple, et dans le privé, aujourd'hui, à la tête de l'entreprise Solvay, qui est un géant en Belgique, c'est une femme d'origine maghrébine. Et je trouve ça un magnifique exemple. Et donc, mais les exemples, c'est une chose, mais il faut poursuivre. Par exemple, on a eu un rapport de l'institution qui est chargée de faire des études sur l'égalité homme-femme, et on constate qu'aujourd'hui, à la tête des administrations en Belgique, c'est encore une écrasante majorité d'hommes. Et donc, je trouve qu'on devrait, par exemple, faire une proposition faisant en sorte que il y ait un duo, et que ce soit à chaque fois un homme et une femme, pour qu'on se dise, ben oui, les femmes sont tout aussi compétentes, d'ailleurs elles le prouvent, quand elles sont aux manettes, elles sont tout aussi compétentes. Et n'oublions pas une chose, c'est que l'homme politique le plus important d'Europe, c'est une femme. Angela Merkel, c'est bien une femme. Tout à fait, oui. Voilà. Et j'abonderai d'ailleurs dans ce sens en disant que moi je plaide effectivement que la question de la dimension genre ne soit pas noyée dans l'égalité des chances. Et donc on pourrait envisager au niveau de la région une proposition très simple, c'est d'avoir une ministre en charge des droits des femmes. Je crois que ça c'est vraiment fondamental. Oui, on a l'égalité des chances, mais ce n'est pas évidemment spécifique aux droits des femmes. Jean-Jacques Claude, parlons un peu de cette dimension, mais au niveau européen. On voit que le droit à l'avortement, enfin tous ces acquis très importants dans la lutte des femmes de ces 30-40 dernières années, sont remis un peu en question par... on a eu le vote en Irlande, où c'était vraiment très serré, dans d'autres pays aussi, et hors de l'Union européenne. Vous parliez de relations internationales. Alors donc l'Union européenne prend en son sein les valeurs de l'Europe, sont aussi les valeurs des droits de l'homme et des droits de la femme. Comment l'Union européenne doit-elle progresser sur ces sujets? Devons-nous peut-être être plus durs, comme on l'est sur d'autres sujets avec la Hongrie, par exemple, ou la Grèce au moment de la crise de l'euro? Alors, jusqu'à présent, dans les
dans les compétences de l'Union européenne, il n'y a pas ces problèmes éthiques comme le droit à l'avortement. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans l'Union européenne, il y a encore des pays où l'avortement est totalement interdit. Je prends le cas de Malte, par exemple. Hein. Et par contre, le cas de l'Irlande que vous citez, on est allé dans le bon sens, puisque il y a eu un projet du gouvernement, il y a eu un référendum qui finalement ont donné le feu vert. Cela étant, on voit que des pays comme la Pologne, par exemple, ont tendance maintenant à faire marche arrière par rapport à la législation telle qu'elle existait déjà du temps où ces pays étaient communistes d'ailleurs. Et donc, aujourd'hui, tout ce qui est de la problématique du droit, des droits et libertés doit être beaucoup plus pris en charge au sein de l'Union européenne. D'ailleurs, Didier Reynders a fait des propositions pour que l'on aille dans ce sens, et notamment maintenant la procédure qui est en cours à propos de la Pologne et de la Hongrie, parce que ces pays remettent en question même la liberté de la justice d'ailleurs, ce qui est extrêmement inacceptable. Et or, ce qui fait la structure de l'Union européenne, c'est justement d'avoir la séparation des pouvoirs, les libertés les plus diverses. Et donc, objectivement, il faudra que le nouveau Parlement européen, avec le Conseil des ministres européens, travaille là-dessus, planche là-dessus et s'efforce d'imposer des nouvelles règles pour que ça devrait aller de soi. Tous les pays respectent les différentes libertés auxquelles nous sommes extrêmement attachés. Alors, Annie Mocteau, au niveau du fédéral, donc on voit, on a eu le fameux débat des présidents. Monsieur Michel est le seul, un des seuls au niveau francophone qui ne met pas d'exclusive ou qui ne parle pas, on va le faire avec la NVA, etc. On a vu une sortie là, avec le président du CDNV sur cette question. Comment le MR, qui était finalement un peu le seul parti francophone dans la coalition fédérale, va pouvoir, vu qu'il y a des montées quand même, enfin les sondages parlent de écolo qui a l'air de triompher, pas en Flandre, malheureusement. On va avoir une Belgique de nouveau un peu partagée. Alors comment vous voyez un peu le rôle du MR là-dedans après les élections pour d'empêcher ces blocages Déjà une chose, la première des choses, je remets en question les sondages. Pour moi, les sondages, ça veut rien dire. Les sondages, on ne sait pas quel échantillon de personnes, dans quel groupe cible on a fait ces sondages. Donc, pour moi, je ne me fie pas aux sondages. La vérité, ce sera dimanche soir, d'une chose. La seconde chose, c'est le MR. Le MR, en tout cas, on a vu le travail qu'a fait le MR durant ces 5 dernières années, d'accord? L'opposition dira ce qu'elle voudra, parce que l'opposition, il faut bien qu'elle dise quelque chose, mais on a vu au moment des attentats comment ce gouvernement a géré et stabilisé notre pays pendant 2 années. On a vu au niveau budgétaire comment Sophie Wilmès, le déficit budgétaire a été diminué. Or, pendant la période PS, donc le précédent, le déficit budgétaire était supérieur à ce qu'il en est maintenant. Donc, il est facile, naturellement, de l'opposition encore, de sortir, il faut bien qu'ils disent des choses. Il faut bien qu'ils disent des choses pour décréditer ce qui a été fait. Mais si on a l'honnêteté intellectuelle, on verra que ce gouvernement a stabilisé notre pays. Ce gouvernement a créé de l'emploi. Ce gouvernement a fait énormément. Et ce gouvernement, en tout cas, j'espère, et je le souhaite de tout cœur, que ce gouvernement soit encore au pouvoir. Parce que notre pays a besoin de stabilité économique. Et personnellement, je pense que c'est notre parti qui a cette force, cette capacité de pouvoir donner cette stabilité. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passera? Vous dites, le MR ira avec, il ne dit pas, finalement, notre système politique veut qu'il y ait une coalition avec X ou Y. Alors comment, parce qu'avoir déjà une préférence aujourd'hui, pour moi, c'est insulter l'électeur aussi, dans le sens où qui sait ce qui se passera dimanche? Personne. Alors c'est pour ça que j'admire la position du MR qui aujourd'hui n'a pas de préférence. Quelque part, le MR est le parti qui respecte le choix de l'électeur, qui respecte l'électeur, qui dit l'électeur, bon, je suivrai ce que tu
m'aura permis de faire. D'accord? Et d'autre part, les autres partis, je suis désolée de le dire, mais il faut rester aussi pragmatique, il faut rester... L'argent, ça tombe pas du ciel. L'argent, il faut bien travailler pour l'avoir. Et pour travailler, pour qu'il y ait du travail, il faut une économie forte, il faut une économie stable. Il faut qu'il y ait des citoyens qui se retroussent les manches. Donc, franchement, je dis bien à l'électeur d'être vigilant, de ne pas écouter tous ces oiseaux enchanteurs qui racontent tout et n'importe quoi. Il faut être vigilant et donner la voix à un parti qui permet une stabilité économique, à un parti qui permet de sauvegarder l'essence, qui permet de sauvegarder, parce que si on racle tout, il n'y aura plus rien. Eh bien, ce parti-là permet de sauvegarder. Et puis, il faut se rendre compte que ce n'est pas parce qu'on était associé à la NVA qu'on faisait la politique de la NVA. La meilleure preuve, c'était la problématique du pacte dit de Marrakech, où nous n'avons pas transigé et nous avons, avec nos partenaires libéraux flamands et CDNV, on a approuvé ce pacte de Marrakech et c'est la NVA qui est sortie. Donc, je veux dire, nous, on a fait un programme socio-économique pendant 4 ans et demi avec eux, sans programme communautaire. Il fallait stabiliser le pays aussi sur ce plan-là, mais quand il s'agit de choses fondamentales, comme le droit humain et le pacte de Marrakech, c'était cela, là, nous n'avons pas transigé. Mais je peux peut-être rajouter, vous n'avez pas transigé, c'est vrai, mais du coup le gouvernement est parti en affaires courantes puisqu'ils ont perdu le grand partenaire. Donc, du côté néerlandophone, comment on va un peu réconcilier les néerlandophones d'un côté qui sont plus à droite, un peu moins soucieux de l'environnement entre guillemets, qui n'ont pas tout à fait les mêmes priorités que les francophones, et puis les francophones qui s'alignent un peu plus vers le centre-gauche, je dirais, de l'échiquier, si ce n'est pas parfois pour des partis encore plus à gauche. Je pense objectivement que une campagne électorale, c'est toujours un moment de polarisation où chacun se bande ses muscles, si j'ose dire. Et puis après, parce qu'on est dans un pays où on a l'habitude du compromis, beaucoup plus que par exemple dans un pays comme la France. Et donc, finalement, on se met autour de la table et chacun fait ce qu'on peut appeler des concessions ou des compromis ou un pas vers l'autre. Moi, je préfère dire un pas vers l'autre et je pense qu'on arrivera à une formule. Ce qui est super important, c'est qu'il ne faut pas remettre en question tout le travail effectué depuis 4 ans et demi sur le plan socio-économique parce que on a pu créer grâce au cadre de la politique mise en œuvre 240 000 emplois, mais il y a encore beaucoup de chômeurs, particulièrement à Bruxelles et en Wallonie, et donc il faut qu'on continue le travail. Exactement. Je rebondirai effectivement. Ben oui, justement, voilà, sur l'emploi, on a parlé de Bruxelles. C'est vrai qu'il y a jusqu'à 15% de chômage à Bruxelles. Alors, comment on fait pour appliquer les bonnes recettes du fédéral Non, mais je voudrais d'abord rebondir sur ce qui a été dit, parce qu'effectivement, ne préjugeons pas du résultat. Les sondages, comme l'a dit Mme Octo, ce ne sont que des sondages. La clé de la démocratie, c'est encore l'électeur qui l'a entre les mains et il pourra s'exprimer librement le 26 mai. Nous, ce qu'on peut faire, c'est évidemment encourager les gens à surtout ne pas voter blanc. Ça, évidemment, il faut absolument qu'ils se déplacent pour une bonne raison, c'est voter et voter bleu dans la mesure du possible. Ça, c'est une évidence. On a un beau ciel bleu aujourd'hui, on espère que dimanche, il sera encore plus bleu. Beaucoup de soleil, c'est ce dont on espère en tout cas pour la Belgique, au moins pour les 5 années à venir. Vous avez raison, Monsieur Flao, la question communautaire a complètement été mise de côté grâce au mouvement réformateur. C'est fondamental. Le pays est en bonne voie, est en marche sur le plan économique et sur le plan politique. Oui, le gouvernement est en affaires courantes et alors, ça fonctionne. Les décisions ont continué à être prises, les décisions fondamentales pour la bonne gouvernance de ce pays. Donc je crois que là, il faut vraiment savoir faire confiance à la fois à nos mandataires politiques, mais faisons confiance aussi à nos citoyens, parce que dimanche, ils doivent partir voter en étant éclairés sur la question. Voilà, c'est ce que je voulais dire en tout cas par rapport à cet élément. Deuxième chose par rapport à la question que vous posiez, sur le plan de l'emploi, oui, la région de Bruxelles-Capitale, sur ce plan-là, c'est une catastrophe, et surtout en ce qui concerne nos jeunes. Et les jeunes dans certains quartiers, je pense par exemple à des quartiers comme Molenbeek, Anderlecht, Schaerbeek, on a jusqu'à 40% de jeunes qui aujourd'hui sont exclus du marché du travail.
qui n'ont pas de bagage scolaire et donc qui sont doublement discriminés pour cette raison. Il faut absolument que cela change. Et c'est pour cela que le mouvement réformateur a, comme je dirais, leitmotiv, c'est vraiment notre épine dorsale, c'est vraiment l'enseignement, la qualité de l'enseignement, donner les outils à nos jeunes de pouvoir être des acteurs de demain sur le plan économique, mais également dans l'ensemble des domaines, je dirais. Et puis, deux, il faut qu'ils puissent évidemment pouvoir trouver, il faut pouvoir avoir des emplois qui correspondent aussi aux formations. Or, aujourd'hui, là encore, il y a un décalage. C'est pour ça aussi qu'au niveau du MR, il y a eu toute une série de propositions pour que ces formations puissent aussi coller au marché de l'emploi. Parce que ça ne sert à rien de former des têtes et des bras si vous ne pouvez pas trouver, évidemment, matière sur le marché du travail. Donc voilà, je crois, deux axes qui sont fondamentaux. La question de l'enseignement, on en parle énormément. Il y a au moins deux aspects qui sont essentiels. Il y a le décret mixité. Ce décret mixité n'a rien de mixité. On l'applique aujourd'hui dans des quartiers où la mixité n'existe pas. Comment voulez-vous qu'au terme de la formation, ces enfants puissent sortir avec, je dirais, un parcours où il n'y a pas de mixité, tout simplement. Donc, c'est un échec total. La question également du décret du pacte d'excellence, la même chose. Ce pacte n'a rien, absolument, il n'a rien, je dirais, d'excellent. Donc, c'est pour ça qu'au niveau du MR, nous souhaitons que ce pacte puisse ne plus être appliqué. Enfin, en tout cas, on plaide pour qu'il n'y ait... Voilà. Et on le remplacerait par quoi? Alors, quels sont les axes de priorité? L'excellence, pour moi, ce n'est pas mettre tout le monde dans un tronc commun, c'est prendre en considération aussi les capacités des uns et des autres et les former en fonction aussi des capacités d'absorption pour ce qui est du marché du travail. Ça, c'est fondamental. Et c'est pas du tout comme ça qu'aujourd'hui les choses se font. Et c'est la raison pour laquelle nous avons à la fois des jeunes qui sont exclus, un taux de chômage important chez ces jeunes-ci, et puis une crise sociale et identitaire fondamentale. Et ça, c'est pas possible. Alors, oui, crise sociale et crise identitaire, j'ai envie de me tourner vers l'Europe avec Jean-Jacques Prévost, parce que bon, la crise identitaire, peut-être sociale, un peu moins dépendant des pays, mais surtout l'identité de l'Europe. On a vu un dernier sondage que 20% des Européens pensent que d'ici 2030, il n'y a plus d'Europe. On s'effondre. Aujourd'hui, la première ministre britannique démissionne parce qu'elle n'a pas pu, mettre un plan pour sortir de l'Union européenne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le Pen étant à la tête des sondages en France aussi, ça va être un raz-de-marée assez nationaliste. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous allez vous retrouver dans un groupe qui va devenir plus important avec donc des libéraux grâce aux députés macronistes qui vont se joindre à vous. Donc vous allez avoir une position un peu plus importante face aux deux blocs, socialistes et PPE. Oui. Alors, tout le problème de l'identité de l'Europe, alors parfois les oiseaux de mauvais augure disent oui, l'Europe ça sert plus à rien, donc on va la quitter. Effectivement, la Grande-Bretagne a entamé le processus, mais on voit que depuis 3 ans, ils n'ont pas encore terminé, loin s'en faut. Et on voit à quel point il y a eu des grandes manifestations énormes avec des millions de personnes dans Londres pour demander de revenir en arrière et de faire un nouveau référendum. Et en même temps, on le voit d'ailleurs, il y a certains pays qui auraient souhaité éventuellement eux aussi entamer le processus de sortie, mais quand ils voient tout ce qui se passe au Royaume-Uni, maintenant, ils font marche arrière. Et je dirais même, moi qui voyage souvent, qui suis allé aussi en Ukraine, en Arménie, en Géorgie et dans les Balkans, il y a plein de pays qui voudraient au contraire nous rejoindre parce qu'ils voient les bienfaits que représente l'Union européenne. En fait, nous, on est le nez dedans, on ne voit plus assez à quel point tout l'apport qu'a apporté l'Europe. Je prends un exemple qui est assez révélateur. L'euro. Alors tout le monde dit l'euro, c'est pas bien, etc. J'observe que, et ça a été fait, un test a été fait juste avant la mise en œuvre de l'euro. Quelqu'un a pris l'avion
tous ces billets d'avion étaient payés. Il y avait à ce moment-là que 15 pays membres de l'Union européenne. Il a pris l'avion en allant d'un pays à l'autre. Il n'a été que dans les aéroports. Il n'a rien dépensé du tout. Il est juste allé dans chaque aéroport changer son argent en argent du pays. Il est revenu en Belgique. Au lieu de 1000 francs belges, il lui restait 660 et il n'avait rien dépensé. Et donc, rien que cet exemple montre à quel point le fait d'avoir une monnaie européenne est un atout. D'ailleurs, il suffit de voir, quand vous allez en Grande-Bretagne ou en Suède, qui n'ont pas encore l'euro, ou au Danemark, c'est un peu embêtant, j'allais dire un autre mot, de devoir changer. Alors, idem, dans le passé, même pour aller en France, on passe à la douane, on perdait un temps fou, etc. Aujourd'hui, on n'y pense même plus. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'il faut instiller dans les esprits une plus grande identité européenne. Et c'est pour ça que moi, j'ai une proposition, c'est que le programme Erasmus, qui est un programme excellent pour les jeunes étudiants, mais qu'il soit généralisé à tous les jeunes, qu'ils soient étudiants, mais aussi jeunes travailleurs, artisans, etc. Parce que quand on va dans un Erasmus pour les entrepreneurs. Voilà, quand on va dans un autre pays pendant un temps certain, on comprend mieux l'autre et donc on l'accepte et on se dit mais finalement ils sont comme nous. Voilà ce qu'il faut faire. Alors vous avez parlé d'Europe et comme ça j'enchaînerai aussi sur ce sujet avec le fédéral et la région. Un des grands reproches de l'Europe, bon, vous avez mis en avant ses qualités et ses beaux projets, mais l'euro c'est le dernier grand projet européen qui marche, mais date de 2000, donc ça fait quand même 19 ans. Par contre la crise des migrants, on a parlé au début du fameux pacte de Marrakech. Moi personnellement, j'habite à côté du parc Maximilien. Il y a quelque chose qui ne va pas tant pour les habitants que pour ces gens qui vivent dans nos parcs. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire cette Europe qui est censée être solidaire, subsidiarité, enfin ce beau principe de subsidiarité? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'il faut changer? Oui. Est-ce qu'on va continuer à voir les bateaux en Grèce et en Italie? Alors, sur le fond, il y avait des décisions qui avaient été prises de répartir un certain nombre de migrants dans différents pays, et certains pays d'Europe centrale et de l'Est ont refusé la moindre personne. Mais ces pays oublient que finalement, elles bénéficient d'énormes aides via les fonds régionaux, les fonds sociaux européens. Et donc, moi, je suis partisan, et mon parti aussi, à ce que on dise, vous voulez pas? Ok. Bien, sanctions sur le plan financier, parce que ce n'est pas normal. L'Europe, c'est pas un club où chacun vient prendre ce qu'il a envie et laisse le reste. Non, ça veut dire que c'est pour le bon et le moins bon, ou le plus difficile. Et donc, on doit être solidaire à chaque instant. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, allez, l'Europe, objectivement, je vais peut-être vous surprendre de ce que je vais dire. Objectivement, l'Europe, elle a un gros problème démographique. On a une natalité qui est très basse. Et des pays qui traditionnellement étaient des pays de mama, comme l'Italie, l'Espagne, etc., aujourd'hui, ils font plus d'enfants. Et donc, c'est un gros problème. Et donc, on sait que l'immigration, on en aura besoin, ne fût-ce que pour payer les retraites. Et donc, il faut faire comprendre aux populations et aux politiques que l'immigration, à la limite, ce n'est pas épouvantable, ça peut être une chance, d'une certaine manière. Une immigration qui soit contrôlée, bien sûr. Mais par exemple, je prends l'exemple de l'Afrique. On sait que l'Afrique, dans quelques années, atteindra le 1,5 milliard d'habitants. Et donc, il faut qu'on organise cela avec eux, en partenariat avec eux. D'une part, pour qu'ils se développent au sein même de l'Afrique. Herman de Croo, le père de Alexander de Croo, dit toujours, nous, citoyens, nous devons aider l'Afrique. À la limite, même pour des raisons égoïstes pour nous. Parce que de toute façon, si on ne le fait pas, il y aura de toute façon l'Afrique qui viendra en Europe et de manière non contrôlée. Et c'est aussi pour ça que le pacte de Marrakech était important. Alors Latifa Aït Bala, ces images, bon, moi je veux
je veux bien que ces gens vont s'intégrer et payer nos retraites. Pour le moment, on a quand même des images assez fortes dans les alentours du parc Maximilien, dans le centre-ville, quand même, le cœur de Bruxelles. Qu'est-ce que la région peut mieux faire, ne fût-ce que pour, donner des conditions décentes pour ces gens, mais aussi pour les habitants de pouvoir profiter de leur parc, de se promener leurs chiens, sans tous ces détritus, ce camping permanent dans les espaces verts bruxellois. Alors, vous avez parlé de crise de migrants. Il ne s'agit pas de crise de migrants, il s'agit de crise de politique migratoire, comme l'a spécifié justement M. Flao. Au niveau de l'Union européenne d'abord, et puis ensuite au niveau de la Belgique, effectivement, les dispositions européennes permettent à ces candidats à l'immigration, et qui en fait apparaissent comme étant des candidats réfugiés, mais fondamentalement ce ne sont pas des candidats réfugiés. Et c'est là en fait où le bas blesse. Je dirais qu'au niveau fédéral, le gouvernement Michel a fait beaucoup mieux que le gouvernement précédent. Il a octroyé davantage de permis en matière d'aide humanitaire que ne l'a fait le gouvernement précédent. Et ça, c'est important parce qu'on entend beaucoup dire « ce gouvernement n'a rien fait pour les migrants, ce gouvernement est raciste ». Mais pas du tout. Il a une politique qui est ferme, mais qui est humaine, comme le dit notre Premier ministre. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, par rapport à la gestion du parc Maximilien et de la gare du Nord, à laquelle vous faites maintenant allusion, ça a été une bataille entre les différents niveaux de pouvoir. Et donc, s'il n'y a pas de coopération entre les différents niveaux de pouvoir, on ne peut pas gérer la question. Alors, les matières qui relèvent de la police, elles relevaient de la compétence de la commune de Schaerbeek. Et la commune de Schaerbeek a toujours refusé de coopérer avec le gouvernement Michel. Et là, évidemment, on a finalement instrumentalisé la question des migrants. Je dirais même que c'est une politique inhumaine, parce que ce sont des personnes qui sont aujourd'hui en détresse, et on les utilise pour noircir quelque part la politique du fédéral. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a une solution politique qui est menée par Maggie de Bloch, qui a pris évidemment les relèves en compétences de Theo Franken. Heureusement. Voilà, absolument. Et aujourd'hui, il y a une solution, puisque comme vous le savez, il y a 140 places qui ont été ouvertes. Donc, il y a une coopération avec Fait d'Asile. Aujourd'hui, on explique à ces personnes quels sont leurs droits. Donc, elles peuvent effectivement introduire une demande en qualité de requérant d'asile. Mais si elles ne le font pas, que voulez-vous que les autorités fassent? Je veux dire, on est quand même dans un état de droit. Et donc, il faut respecter ce droit. Donc, en connaissance de cause, on leur explique la situation. Si elles introduisent cette demande, ben, très bien, elles rentrent dans un cadre légal. Et puis, il y a la protection juridique qui s'applique. Sinon, eh bien, malheureusement, il y a d'autres voies politiques légales, éventuellement de retour dans les pays d'origine. Le problème que nous avons, c'est aussi la coopération avec les pays d'origine. Parce que les pays d'origine, souvent, n'ont pas envie de rapatrier leurs ressortissants. Ils peuvent être dangereux, comme l'accident avec la Somalie. Aussi, souvent, on ne sait pas de quelle origine sont aussi les ressortissants, puisque en général, on déchire les documents d'identité, et puis ensuite, on ne sait plus très bien. Voilà. Et beaucoup ont presque, je dirais, ont envie, non pas de rester en Belgique, mais passer de l'autre côté de la frontière, partir en Angleterre. Pour beaucoup, c'est ça, en fait, l'objectif. Oui. Mais est-ce que la Belgique doit être complice de ce système? Non, la Belgique ne le peut pas. D'ailleurs, je crois que c'est il y a 2 jours, on a démantelé un réseau justement de trafic des êtres humains en direction de la Grande-Bretagne. Mais voilà, donc la situation est extrêmement complexe. Alors humainement, bien évidemment, il faut pouvoir la gérer. On ne peut pas laisser pour la situation, mais aussi pour les riverains. Les riverains ont besoin aussi de pouvoir faire utiliser l'espace vert qui est mis aussi à disposition par, je dirais, voilà, c'est un espace public. Et il est occupé aujourd'hui par des clandestins, donc ça ne va pas. Et donc il faut comprendre évidemment qu'au niveau fédéral, le travail a été fait, mais on ne peut pas non plus critiquer ce travail lorsqu'il n'y a pas de coopération au niveau de la région. Alors on arrive tout doucement vers la fin, malheureusement, de ce débat. Alors ici, vous êtes donc à Almoitine, vous voyez, on a des valeurs de vivre ensemble. Almoitine a été créée justement comme réaction, on a parlé de la période des attentats
aux attentats et à toutes ces tensions, ces clivages entre les communautés, qui est quand même assez marqué. On l'a vu dans la campagne, que ce soit dans les tracts que encore hier le président du Vlaams-Belang qui montait pour faire des tags sur. Il nous rappelait des périodes noires de notre histoire en faisant ça. Et donc pour vous, Annie Mocteau, cette législation a quand même été aussi marquée par beaucoup de clivages. On a parlé des migrants, vous avez dit tant mieux que Franken enfin vous avez je confirme. été assez dur, assez joyeux quand on a parlé de Maggie de Bloch et pas de Franken. Mais bon, demain on se retrouve de nouveau dans une coalition avec la NVA. Qu'est-ce qu'on fait pour réconcilier, pour remettre les gens ensemble et peut-être être moins clivants en Belgique et aux différents niveaux de pouvoir? Madame Mocteau. Je dirais déjà une coalition avec la NVA, je ne me prononce pas. L'électeur décidera, d'une part. Une coalition avec quiconque, dans ce cas, ce qu'il faudrait déjà, c'est honnêtement, comme a dit Latifa, Maggie de Bloch, elle a repris les choses en main, en tout cas dans un sens qui me convient et qui convient à notre parti. Avec Théo Franquin, nous avons vu que voilà, il y a eu une forme de dureté, mais une dureté qui était nécessaire à ce moment-là, puisque cette vague migratoire, nous n'avons pas encore eu l'habitude c'était nouveau aussi. C'était nouveau aussi pour nous de recevoir une vague migratoire. Ce qui suivait, nous n'oublions pas qu'il suivait aussi ce qui se passait en Syrie, parce qu'il y a eu une catastrophe humaine quelque part qui a poussé à cette migration-là. Donc c'est toujours, faut tenir toujours compte de tous les pans. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le cas et comment résoudre le cas? Et comme a dit Latifa, comment résoudre le cas était complexe. De nouveau, par notre complexité entre communes, régions et fédérales, on n'a pas su, en tout cas, comment à ce moment-là mettre tous des outils en place pour résoudre ce cas. Mais par contre, aujourd'hui, tout doucement, les choses sont en train d'être faites. Si nous sommes dans la majorité, naturellement, on continuera ce qui est en train d'être fait, mais aussi, n'oublions pas malgré tout que nous avons en face des humains et comme il a dit Monsieur Flao, il faut le migrant, c'est pas le migrant le problème. La migration n'est pas une tare. C'est puisque depuis que la vie est vie, depuis que l'homme est l'homme, nous avons toujours migré. C'est comment est-ce que nous arriverons à rendre efficient cette migration, que cette migration ne devienne pas un poids, parce que ne perdons pas de vue que le migrant, si on lui donne pas les outils aussi pour s'intégrer, il devient un poids pour la société. Et personnellement, j'ai pas envie qu'il devienne un poids pour moi. Mais par contre, si on donne les outils de se former et de travailler, il sera un plus pour vous et moi. Donc c'est dans ce sens-là où finalement, on va applaudir notre gouvernement actuel qui a créé de l'emploi. Et donc créer de l'emploi, amener à créer davantage d'emplois, c'est créer d'emplois aussi pour ce migrant-là, qui n'est pas un poids, mais qui est un outil. Alors, Monsieur Flao, donc, comment on réagit au niveau du vivre ensemble? Si demain vous êtes en coalition avec la NVA, vous allez dire le secrétariat à l'immigration, prenez plutôt l'environnement. Je ne suis pas le formateur du futur gouvernement, d'une part, mais cela étant, je voudrais quand même, je suis pas du tout défenseur de la NVA, mais je voudrais quand même distinguer la NVA du Vlaams-Belang parce que là ils vont avoir une blague qui va être députée européenne dimanche puisqu'elle est deuxième sur la liste européenne. La première femme bourgmestre d'origine maghrébine est à la NVA. Elle est toujours bourgmestre maintenant. Ils ont une iranienne aussi. Je veux dire, ils ont eu la secrétaire d'État Zoal Demir qui est kurde. Donc, je ne dirais. Mais par contre, c'est vrai que ils ont et le secrétaire d'État ou l'ex-secrétaire d'État a adoré la provocation, les tweets très limites que j'aimais pas du tout. Et donc c'est clair que moi, en tout cas lui, c'est pas mon meilleur ami. D'ailleurs un jour à la buvette des parlementaires, il me l'a fait comprendre que c'était bien partagé et j'assume. Mais voilà, pour le reste, moi je crois très fort au vivre ensemble. La Belgique, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est
c'est un peuple désigne que on s'est mélangé depuis des siècles, je suis historien, et finalement on a un peuple jovial, sympathique, convivial et qui aime aller l'un vers l'autre, et j'entends que ça continue comme ça. Alors Latifa Aïd Balla, la conclusion en quelques minutes. Rapidement, oui, juste pour dire qu'effectivement, la question de l'immigration est un fonds de commerce pour certains partis politiques. L'immigration de manière générale, mais également les communautés issues des différentes migrations. Et je fais référence aujourd'hui ici à notamment un parti politique en particulier qui s'estime avoir le droit d'avoir une main mise sur un certain électorat et donc qui pratique le communautarisme, et malheureusement depuis de trop nombreuses années, et je crois que là, il y a vraiment un travail à effectuer. On ne peut pas continuer à construire une société au sein de laquelle ces communautarismes sont en train en fait de miner le vivre ensemble. Et là, je crois qu'il y a vraiment un travail à faire d'abord au niveau de l'enseignement. On parlait tout à l'heure d'égalité homme-femme, mais je crois qu'au niveau de l'enseignement, il y a des valeurs à inculquer à nos enfants. Les premières valeurs doivent se faire dans le cadre des cours de citoyenneté. Une citoyenneté qui est en partage. Et je crois que ça, c'est vraiment fondamental. Alors, certains se battent aussi pour conserver l'heure de cours de religion, etc. Très bien, j'ai aucun problème. Mais moi, j'aurais préféré avoir des cours de religion comparés, par exemple. Plutôt que de séparer les enfants dès le plus jeune âge, je préférais que les enfants prennent conscience qu'il y a des religions monothéistes, d'autres religions, d'autres manières de penser, des philosophies, etc. Et qu'ils puissent construire leur petit bonhomme de chemin en connaissance de cause. Ça, je crois que ça permettra justement de construire finalement ce vivre ensemble dont on a tant besoin. Et je voudrais terminer peut-être par dire aujourd'hui, dans le cadre de cette campagne, il y a un dossier notamment qui pourrit cette campagne. C'est celui de l'abattage rituel. Ah oui, oui. On a l'impression qu'il n'y a plus rien d'autre dans la région de Bruxelles-Capitale que ce problème-ci, qui concerne à la fois les communautés de confession juive, de confession musulmane, etc., mais on le voit surtout des crispations identitaires au sein de la communauté musulmane, parce que là encore, que ce soit le PS, que ce soit Écolo, que ce soit même le PTB, eh bien, tous ces partis politiques aujourd'hui draguent la communauté musulmane, et je dirais, comme j'ai d'ailleurs précisé préalablement, c'est aujourd'hui une insulte, je dirais pratiquement, à ces communautés. Parce qu'on leur fait croire des choses, alors que dans les enceintes parlementaires, tout le monde a voté contre cet abattage rituel. Et on vient sur les marchés avec des tracts électoraux pour leur dire « Ah mais vous savez, mais nous, Manipoliti, nous, on a absolument... On est d'accord pour que... Mais cette question-là, elle viendra de toute manière après, dans le cadre de la prochaine mandature. En plus, il faut savoir... dans la décision de la Cour européenne. En plus, voilà, il faut savoir que, en ce qui concerne le décret qui a été adopté en Flandre, il y a un recours devant la Cour constitutionnelle, il y a des 3 questions préjudicielles qui ont été introduites au niveau de la Cour européenne de justice, et donc... Le monde politique devra aussi se soumettre à ces décisions. Donc, j'ai vraiment le sentiment aujourd'hui qu'on est en train de se moquer de l'électeur et de finalement orienter son choix vers un choix qui n'est pas celui qui devrait être un choix de citoyen responsable. L'intérêt de ces communautés n'est pas de voter PS. L'intérêt de ces communautés, c'est l'émancipation. Et l'offre de l'émancipation, c'est OMR. Sur ces belles paroles, je vais conclure le débat. Je vous remercie tous les 3 et aussi nos téléspectateurs. Je leur donne rendez-vous pour le dernier de Voix de fait élection 2019 avec le CDH. Merci.